Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'est pas l'économie expliquée par mon père, mais simplement une émission où on reçoit un invité. Aujourd'hui, Alexandre Stachenko. Alors pourquoi je suis là? Parce que ça m'intéresse et j'avais envie d'être là. Donc je n'ai pas laissé Charles tout seul. Donc aujourd'hui, on reçoit Alexandre Stachenko, donc, qui est cofondateur de Blockchain Partner, directeur de Blockchain and Crypto chez KPMG France et cofondateur et board member de l'ADAN Crypto BA. Alors de ce que j'ai compris, en fait, vous aviez au début monté un département, enfin un business de crypto, et puis c'est devenu tellement professionnel et ça a eu tellement d'impact que KPMG est venu vous chercher et vous a intégré, vous avez été racheté par KPMG, ce qui est quand même source de bonne vie et de bonne moralité, parce que KPMG ne s'amuse pas normalement à faire n'importe quoi dans les affaires. Donc ça montre que bravo, c'était pas simplement un truc d'ado dans une cave qui faisait n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous êtes combien alors dans ce département KPMG France ? Aujourd'hui, on est une quinzaine, ouais. Et on recrute. Je suis un peu sous l'eau en ce moment d'ailleurs, donc on recrute. Mais effectivement, historiquement, moi j'ai lancé ma boîte il y a 7 ans maintenant, en 2015. Donc en 2015, effectivement, c'était un peu plus un truc de geek dans un garage. On a développé le business notamment sur la stratégie, l'expertise, faire des feuilles de route, des études de marché pour des clients, surtout grands comptes. On a travaillé avec à peu près les 2 tiers du CAC 40 en France sur ces sujets-là. Qui cherchent à se placer donc en Bitcoin. Oui, alors au départ, en fait, c'est un sujet qui est très politique par nature. Donc sur les premières années, en fait, si on dit Bitcoin dans une conférence, on a 9 chances sur 10 que quelqu'un se lève et nous dise arrêtez. Nous, on est là pour parler de blockchain, pas de Bitcoin. Donc il a fallu user de subterfuge, on y viendra après, mais effectivement, pendant les premières années, on a fait beaucoup de pédagogie sur ce qu'était la fameuse blockchain. On en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très intimement lié aux cryptos. Et plus on avance dans le temps, plus les gens comprennent enfin que en fait, la blockchain, c'est le sous-jacent technique, mais en soi, c'est comme aujourd'hui, on utilise Internet. Personne ne parle de HTTP ou TCP/IP, comment ça marche, etc. C'est un sujet technique. Donc là, le vrai sujet pour les entreprises, c'est surtout les cryptos. Et donc au fur et à mesure des années, les gens s'en sont rendus compte et l'industrie financière se rend compte qu'elle ne peut pas juste mettre des œillères et faire semblant que ça n'existe pas. On a par exemple révélé un chiffre récemment, parce qu'on a fait une étude avec Ipsos en France, on a 8% des Français qui ont de la crypto. C'est énorme. Et pourtant, on est plutôt dans le peloton. C'est probablement au moins autant que ceux qui ont des actions. C'est plus que des gens qui ont des actions, parce que des actions, c'est entre 6 et 7%. Ouais. Donc il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui ont des actions. Donc effectivement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller vite, et c'est pour ça aussi que KPMG est venu nous chercher, parce que eux, leurs clients, c'est l'industrie financière. Alors revenons aux prémices de l'Hyménée. Donc on a un début. Quand est-ce que pour moi, j'ai l'impression que les cryptos apparaissent qu'en 2008, 2008-2009, oui. C'est ça, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est un japonais mythique qui crée ça, non? C'est un pseudonyme, donc c'est un pseudonyme japonais, mais on ne sait pas qui c'est. Beaucoup de gens disent que c'est la CIA, mais j'ai jamais cru ça. Non, enfin, ça pourrait, en fait, on n'en sait rien. C'est justement le principe, c'est qu'on n'en sait rien. Donc il crée cette monnaie. Non, là, il crée le blockchain, non? Bah, alors non, justement, d'abord on mine. En fait, en réalité, si on remonte, parce que si on met les choses dans l'ordre, la blockchain toute seule, c'est quelque chose qui existe depuis 40 ans. La blockchain comme concept informatique, c'est juste prendre des empreintes cryptographiques, des preuves, et les chaîner les unes avec les autres pour faire en sorte qu'elles soient inaltérables, parce que si vous en touchez une, vous touchez toute la chaîne. Ça, c'est une blockchain. Ça fait 40 ans que ça existe, et ça a eu des applications assez modérées finalement, c'est intéressant, mais c'est pas révolutionnaire. Ce qu'apporte Satoshi Nakamoto en 2008-2009, c'est qu'il va combiner plusieurs innovations technologiques, dont la blockchain, mais en fait, la partie que lui apporte et que personne n'avait apporté avant, c'est le fait d'organiser un consensus dans un réseau distribué. Donc prenez des ordinateurs, comment vous faites en sorte qu'ils se mettent d'accord sur une seule vérité? C'est-à-dire, ils se mettent d'accord sur un état de compte, par exemple, Michel possède bien 100 €. On ne sait pas faire en réalité. Donc la seule façon qu'on a trouvé de faire dans le monde traditionnel, c'est de rajouter un tiers de confiance, généralement une banque, qui va dire bah, « moi je dis que Michel a bien 100 € et maintenant vous vous mettez tous d'accord ». Comment on fait pour l'organiser sans tiers de confiance? On ne sait pas faire, et ce que Satoshi Nakamoto a apporté, c'est la possibilité de le faire sans tiers de confiance, parce que lui, il a ajouté un mécanisme de sécurité où le système génère de l'argent, en l'occurrence des bitcoins, pour les gens qui viennent bénévolement, en tout cas volontairement, pas bénévolement puisqu'ils sont rémunérés, mais sécuriser le réseau. Tout ce jargon technique pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ce que Satoshi Nakamoto apporte en 2008-2009, c'est pas tant la blockchain qui existe depuis 30 ans à ce moment-là, depuis 40 ans, mais juste la combinaison de différentes technologies, et la chose que lui apporte, c'est ce consensus qu'on ne savait pas faire avant. Faire mettre d'accord des ordinateurs entre eux sans qu'il y ait de tiers,
on ne savait pas faire. Et pourquoi il fait ça? Ça, c'est la partie technique, et je pense que dans 5 ans, 10 ans, on n'en parlera plus. Pourquoi il fait ça? Parce que quand on arrive à créer un consensus entre ordinateurs, ce qu'on arrive à faire en langage profane, c'est transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire. Donc, ce que les cryptos ont fait sur les dernières années, c'est qu'elles ont eu la même dynamique qu'Internet a eu pour l'information, c'est-à-dire décentralisation, démocratisation, réseaux sociaux, blogs, etc. Les cryptos sont en train de faire la même dynamique, mais à l'industrie de la valeur. Transfert, transaction, gestion de valeur, dépositaire, conservation, parce que tout ça, maintenant, on peut le faire sans l'intermédiaire. Pour les Internet, c'était les médias, la poste, etc., qui ont été pas dans une situation très confortable au moment de l'émergence d'Internet. Et aujourd'hui, dans la situation de la poste, on retrouve les industries financières. Donc c'est pour ça aussi qu'elles n'aiment pas trop. Et beaucoup les banques, j'imagine. Évidemment, beaucoup de banques. Mais après, c'est comme toujours, c'est toujours une opportunité, une menace. C'est-à-dire que... c'est la création destructrice, comme on l'a souvent dit ici. C'est-à-dire que Internet, par exemple, dans sa façon d'arriver, dans les prémices d'Internet, dans les précurseurs, quand on lit par exemple la déclaration d'indépendance du cyberespace, tous les manifestes un peu cypherpunk de l'époque, c'est on va être indépendant, on va tout décentraliser, rendre le pouvoir à l'individu. Internet est très cypherpunk au départ, très anarchiste. Libertarien. Libertarien. Et puis 30 ans plus tard, c'est quoi? C'est GAFA, NSA. Ça n'a jamais été aussi centralisé. Donc, par défaut, moi ce que je suis en train de constater, c'est qu'on est en train de prendre la même pente en fait pour les cryptos, c'est-à-dire qu'au départ c'est très cypherpunk libertarien, n'empêche qu'aujourd'hui, Coinbase, qui est la plus grosse plateforme d'échange du monde, c'est 80 millions de clients, et c'est Coinbase qui gère les cryptos des gens, c'est pas les gens qui gèrent leurs cryptos. Donc on retombe sur les mêmes dynamiques, malheureusement d'une certaine façon. Ce que je trouve assez quand même, moi ce qui m'interpelle de mon côté avocat, c'est que cette énorme défiance vis-à-vis encore du Bitcoin et l'État français fiscalement, parce que, alors, pour revenir à un de nos problèmes avec ça, c'est que j'ai entendu très souvent des gens dire, écoutez, moi je veux bien, mais j'ai placé en Bitcoin, j'ai fait énormément, j'ai multiplié par 3-4, et quand je veux sortir, je veux... impôts. Oui, non mais bien sûr, payer des impôts, mais au-delà de ça, l'État français leur dit, ok, d'accord, les banques surtout, les banques françaises leur disent, mais ah oui, mais alors d'où vient cet argent? Comment ça se fait? Nous, on ne l'accepte pas. Il y a Tracfin qui rentre dans le buzin et là, plus personne ne comprend rien. Et les gens disent, oh, mais en fin de compte, j'ai virtuellement ce pognon. Et quand j'essaie de le mettre sur mon compte Crédit du Nord, alors là, j'ai tout le monde sur le rab, tout le monde me dit c'est pas possible. Alors si... C'est l'atterrissage du monde virtuel au monde réel qui semble poser un problème. Si par malheur, ils sont passés sur une plateforme de Hong Kong, de Macao, de ce que tu veux, de là-bas, de l'Abadi, alors... S'ils ne sont pas passés sur une plateforme dès le début... Ce qui se passe, c'est que les banques, elles ont des obligations. Donc, effectivement, elles sont, j'allais dire, presque à juste titre, quand on oblige des intermédiaires financiers à avoir des fonds propres, à vérifier l'origine des fonds, à avoir des départements de conformité énormes, etc. Ça, depuis 2001, ça a été une catastrophe. Exactement. Donc, on se retrouve avec des banques qui voient émerger de concurrents et elles se disent, à juste titre, c'est pas normal que ces gens-là puissent faire les mêmes métiers que moi sans les mêmes contraintes. Donc, à un moment donné, il va falloir nous expliquer. Mais la chose, c'est qu'en fait, il y a deux volets à ça. C'est-à-dire qu'il y a la crainte légitime, c'est-à-dire que les banques, il y a encore 5-6 ans, ne comprennent pas fondamentalement comment fonctionnent les cryptos, d'où ça sort. Il y a encore beaucoup de flou, c'est-à-dire ça finance le terrorisme, etc. Donc, elles prennent pas le risque. Il faut comprendre qu'en tant que banque, si on a 20 clients qui disent « moi je rapatrie de l'argent crypto », on ne va pas prendre le risque de mettre à plat le business de BNP Paribas parce qu'on a accepté l'argent d'une personne marginalement qui a envie de sortir des cryptos qu'on ne comprend pas. Donc à l'époque, elle bloque tout. Presque par principe, en se disant « ça ne sert à rien d'un point de vue gestion des risques, j'ai aucun intérêt à le faire ». Mais plus on avance, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant il y a 8% des Français qui ont de la crypto, dans les autres pays, la Russie c'est 17%, les États-Unis c'est 15%, l'Allemagne c'est 10%, il y a beaucoup de gens qui ont de la crypto, c'est plus de 200 millions au niveau mondial. Donc elles sont obligées de se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds mes clients, ce qui est en train de se passer, ou est-ce que je réagis et je commence à dire, j'établis des normes, des process, voilà, pour établir que cet argent, je peux l'accueillir chez moi. En France, on a une réglementation qui s'appelle PSAN, pour prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, si vous voulez gérer des cryptos, vous devez aller voir l'autorité des marchés financiers, la CPR, pour avoir une licence et avoir le droit d'exercer ce métier-là. Le problème, c'est que... Mais si vous le faites pour vous-même? Alors, pour soi-même, on n'a pas besoin de cette licence. On peut acheter des cryptos. Mais quand vous voulez redescendre à la banque? Justement, alors c'est là qu'il y a un problème, justement, c'est le deuxième volet, c'est qu'il y a le volet crainte légitime, et puis il y a le volet plus politique, où effectivement, il y a une posture politique, en particulier en France, qui a tendance à s'estomper, mais qui est encore vivace, qui est de dire, non, on va bloquer, parce qu'en fait, c'est l'émergence de la concurrence. Donc vous avez par exemple, si on Vous prend... voulez dire qu'en France, on n'aime pas la concurrence?
Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais en gros, je vais prendre le volet professionnel qui l'explicite encore mieux. En France, pour lancer une boîte, il faut un compte bancaire. Oui. Voilà. Donc, ça fait depuis 5-6 ans que la plupart des gens qui veulent lancer une boîte crypto en France ne peuvent pas le faire. Parce que quand elles vont à la banque pour dire « je veux lancer un business crypto », la banque leur dit non. Donc, elles ne peuvent pas avoir de compte, ne peuvent pas avoir de boîte. Elles peuvent l'ouvrir au Luxembourg ? Bien sûr. Il y a d'autres pays, donc ils partent les entrepreneurs français, parce qu'ils ne peuvent pas avoir... Non, mais est-ce qu'un entrepreneur français peut avoir un compte au Luxembourg crypto? Oui. Après, ça dépend des banques, mais globalement, la plupart des entrepreneurs français se retrouvent avec un compte en Estonie, en Allemagne, au Luxembourg, au Portugal. En fait, dans plein de pays. Prenez l'Allemagne, c'est un pays qui a plus de concurrence bancaire. Il y a des banques régionales, des banques fédérales, des banques, etc. Donc, vous trouvez forcément quelqu'un qui va vous ouvrir un compte. En France, globalement, vous avez fait 4 banques, vous avez fait le tour du marché. Donc, globalement, vous n'allez pas trouver de banque. Donc il y a plein d'entrepreneurs qui ont encore du mal aujourd'hui à ouvrir des comptes bancaires. Et du côté des particuliers, on retrouve effectivement la même problématique, c'est-à-dire que, moi, je vais prendre mon exemple personnel, si je veux envoyer de l'argent sur une plateforme d'échange pour acheter des cryptos, je dois signer une décharge à chaque fois. Ça ne suffit même pas d'écrire au début de l'année « oui, j'ai compris que j'ai des risques », c'est à chaque fois que je fais une opération, ma transaction est repoussée de quelques jours, et on me demande de signer une décharge, j'ai bien compris les risques, etc. Et j'allais dire que je suis chanceux, il y en a d'autres qui ne peuvent tout simplement pas. Les RIB des plateformes d'échange sont blacklistées, vous n'avez pas le droit d'envoyer de l'argent à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais effectivement, c'est ce qu'ont vécu beaucoup de Français sur les dernières années, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient de leur argent. Bon, et bien alors, l'un des avantages des cryptos, d'après ce que j'ai compris, c'est une fois que je passe de la banque, qui dès que je fais une transaction, la signale au fisc, à tout hasard. Normalement. Après, ça dépend en fait. Le secret bancaire n'existe plus en France. Quand vous investissez, vous n'avez pas de fait de plus-value. D'un point de vue fiscal, la loi vous oblige à déclarer vos comptes à l'étranger. Il se trouve que comme on a fait une réglementation avant tout le monde, il n'y a pas de plateforme en France, donc on est tous avec des comptes à l'étranger malheureusement. Et donc on est obligé de déclarer qu'on a un compte, mais on n'est pas obligé de déclarer combien on a sur ce compte. Maintenant, ça bouge tout le temps avec le cours du crypto. Oui, mais en fait, ce que la France a fait d'un point de vue fiscal, c'est qu'on a considéré les cryptos, qu'on appelle actifs numériques en droit français, comme un tout. C'est-à-dire que ce soit du Bitcoin, de l'Ether, etc., c'est des cryptos. Et ce qui se passe, c'est que tant que vous faites des opérations dans le monde crypto, on considère qu'il ne s'est rien passé. Et le jour où vous sortez en euros, on dit quelle est la plus-value. Et à ce moment-là, vous payez 30% sur la plus-value. Alors je vous rassure, la France a été encore une fois très précurseur sur ce sujet-là, puisque nous taxons les cryptos depuis 2014, c'est-à-dire avant de les avoir définis. Il y a eu des arrêts en Conseil d'État qui sont sortis tout de suite, voilà, exactement. qui définissaient la nature, la fonction. La loi a changé au PLF 2018 de mémoire, parce que avant on était sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc en fait on se retrouvait avec ceux qui avaient fait x20 en crypto. Tout de suite, ils étaient à la tranche supérieure, donc ils se retrouvaient à payer en fait 60% et quelques avec les prélèvements sociaux, donc ce qui était beaucoup, et ils partaient tout simplement. Aujourd'hui, c'est 30% flat, avec la possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu si jamais on est en dessous. Mais il reste des injustices entre guillemets par rapport au régime boursier. Par exemple, on n'a pas le droit de reporter ses moins-values d'une année sur l'autre. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas le droit. Donc si on fait une moins-value sur l'année N et que sur l'année N+1 on la récupère, eh ben non, on a fait une plus-value. Faut quelqu'un il le plaidait, ça vous l'aurez. Ah mais on a déjà fait 3 ans que des députés plaident ça, et à chaque fois c'est avis du rapporteur négatif, avis du président négatif, on ne sait pas pourquoi, mais c'est refusé. Il faut lobbying un peu, mais ça... C'est ce que la DAN essaye de faire justement, de dire c'est injuste que les contribuables ne soient pas traités à la même enseigne sur ce sujet-là. Mais bon, c'est encore... le problème, c'est que ce sujet-là... C'est que quand vous faites revenir les actifs en France qui sont taxés. Bah, vous les faites revenir sur un compte bancaire. Donc, sur un compte bancaire en France. Tout à fait. Donc, mais si vous mais tu ne peux pas reporter tes moins-values sur l'année d'après. Si vous faites vos bidouilles au Portugal, que vous perdez au Portugal... Non, parce que vous êtes résident fiscal français. Donc, à un moment donné, il faut déclarer. Non, vous devez déclarer que vous avez un compte... En fait, ça dépend. Là, vous parlez de la plateforme d'échange ou du compte bancaire? L'équivalent... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous ramenez de l'argent en France. Au moment où vous ramenez l'argent en France, à ce moment-là, j'imagine que vous le ramenez... En fait, tu n'as pas le droit, depuis ton compte français, de trader directement. Donc, tu es obligé d'avoir un compte étranger. Oui. C'est pas qu'on n'a pas le droit, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, il y a une plateforme d'échange en France qui s'appelle Paymium, mais elle est beaucoup plus petite que les grosses plateformes étrangères. Donc, tu prends un compte à Malte, ok. Non. En fait, les plateformes d'échange majeures, on a Kraken, on a Binance, on a Coinbase. Coinbase et Kraken sont aux États-Unis. D'accord. Binance, on ne sait pas où ils sont. Pour la faire simple, parce que en gros ils sont à Malte, puis ils sont aux îles anglo-normandes, puis ils bougent en Europe pour aller demander à se mettre en France, puis au Portugal et en Irlande. Donc en fait on ne sait pas, et ils aiment mettre en avant qu'ils n'ont pas de headquarters. Donc même les régulateurs mondiaux ne savent pas comment prendre Binance, puisqu'ils ne savent pas où ils sont.
Donc, ça doit les rendre populaires, ça? Non, pas du tout. Non, mais à juste titre, parce que vous avez eu, par exemple... Mais si j'ai un procès à faire à Binance, où je le fais? Je ne sais pas. Peut-être que mais je ne suis pas avocat. Non, vous êtes avocat. J'entends bien, mais si j'ai, en principe, si vous voulez, là, des problèmes... la monnaie, c'est toujours adossé à un État, donc à un système juridique. Non, ça, c'est pas vrai, pour le coup. Tandis, à part l'or, mais encore l'or, c'était un système à part. Mais même pas, aux États-Unis, au 19e, il y a plein de monnaies privées. Les banques émettent des monnaies. Les banques, oui, mais elles se pètent la gueule. Là, il y a des. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, lier monnaie et État, c'est pas vrai. Vous définissez la monnaie comme le moyen de paiement. Non, la réserve de valeur, l'unité de compte. L'unité de compte, mais c'était tout en dollars. Ça fait que 40 ans que c'est en dollars partout. Partout, non, mais aux États-Unis, la monnaie, c'était le dollar, depuis au moins la guerre de sécession. Oui, voilà. Bon, ce qui, à l'échelle de l'humanité, accordons-le, c'est très court. Avant ça, c'était sur l'or et sur l'argent. Il y avait un double métallisme qui d'ailleurs créait des problèmes à l'époque. Tout à fait. C'était autre chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, quand vous êtes dans le domaine des monnaies, presque toujours... Ce que dit le Christ, d'ailleurs, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire la monnaie à César. César, c'est la monnaie. La monnaie, c'est le paiement des impôts, c'est le paiement des... Il y a donc toute une série de relations très étroites. C'est l'allégeance, en l'occurrence, dans la citation, mais... Oui. Enfin bon, bref. Non, mais le Christ dit très bien, la monnaie, c'est César. Oui. Mais il parle du terrestre et du... Mais bien entendu, voilà. Mais il dit la monnaie c'est César, et donc ça ne me concerne pas. Mais il dit la monnaie c'est César, il n'y a pas le moindre doute. Bien sûr. Donc la monnaie c'est César. Or là, on est en train de faire une monnaie sans César. Et c'est là où est l'innovation. C'est là que moi je dis c'est une innovation, oui et non. La monnaie, avant d'être César, c'est l'or. Et avant d'être l'or, c'est des registres. Donc le concept même de monnaie, au départ, si on revient même aux Babyloniens, etc., la monnaie, c'est un endroit où on va écrire « tu me dois tant ». Et en fait, c'est des comptes, en fait, actifs-passifs, et puis débit-crédit, tu me dois tant. Non, ça, débit-crédit, c'est au deuxième. C'est une note de change. C'est les Italiens qui ont inventé ça. Luca Pacioli, au XIIe siècle, il y a longtemps. C'est un peu plus loin. Mais bon, bref. Tout ce que je veux dire, c'est que quand on écrit sur une table des lois ou une table de comptabilité, tu me dois tant de blé et moi je te donnerai tant de vaches, en soi, c'est déjà une forme de monnaie. Maintenant, les premières monnaies dans l'histoire, c'est de l'or. C'est des métaux précieux. C'était l'argent, oui, c'était l'argent. Parce que c'est fongible, parce que c'est divisible, parce que c'est transférable, parce que c'est portable, parce que c'est inoxydable, et donc c'est pratique pour préserver la valeur sur le temps. Ensuite, les souverains s'en sont emparés. Et effectivement, du coup, depuis fort longtemps maintenant... Et depuis, il dévalue. L'Empire romain des siècles après Jésus-Christ, on est sur du... Philippe le Bel, 13 fois, tout ça. Voilà, tout ça, c'est de la monnaie. Donc le problème, c'est que les États s'attaquent toujours à la monnaie comme réserve de valeur, parce que justement, eux, ils ont emprunté, ils ne veulent pas repayer. Donc parce qu'en fait, dans la définition qu'on retient souvent d'Aristote de la monnaie, il y a deux choses qui sont presque antinomiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois... Elle est fausse, la définition d'Aristote. C'est pour ça que je dis, si c'est une réserve de valeur, la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, Bitcoin est plutôt du côté bonne monnaie, c'est-à-dire que sa construction fait que, toute chose égale par ailleurs, c'est censé préserver sa valeur au fil du temps. Mais donc, ça crée un comportement économique où on n'a pas envie de payer en Bitcoin, effectivement. Mais ça, c'est pour un occidental bancarisé qui a un euro qui est stable et tout va bien. Pour le reste du monde, le Salvador, on en parlera peut-être, qui donc maintenant a fait Bitcoin sa monnaie légale, le Venezuela, on en parlait tout à l'heure, etc. L'Iran, la Russie, sont des gens qui, en fait, quand on compare leur monnaie nationale au Bitcoin, finalement, la volatilité, c'est quelque chose qui... Le Liban, il y a l'ambassade pas très loin, le Liban, en ce moment, le Bitcoin prend son... La lire libanaise, elle a disparu quasiment. Exactement, donc c'est pour ça que... Mais les monnaies disparaissent, justement, historiquement. Et historiquement, elles durent quelques siècles au maximum. Donc en fait, est-ce qu'on ne serait pas en train de dire que le Bitcoin est une façon de voter avec ses pieds ? C'est une façon de voter avec son porte-monnaie surtout, parce qu'à la fin, une fois que c'est dans ce porte-monnaie, justement, c'est que c'est numérique, on n'a même plus besoin de se déplacer, mais c'est une version évoluée de l'or. Donc en gros, le Bitcoin est aussi créé par la défiance des gens vis-à-vis de nos monnaies étatiques. Bien sûr. S'ils n'étaient pas aussi nuls, peut-être que le Bitcoin... Je ne sais pas si c'est une question de nul ou pas, mais c'est une si la confiance dans Bitcoin est inversement proportionnelle à la confiance dans le système financier. En fait, c'est une façon de shorter les banques centrales, de vendre des banques centrales à découvert. Bien sûr, tout à fait. Mais vous savez ce que disait Milton Friedman, que je connaissais assez bien, qui était un vieil ami, on lui disait que la réforme monétaire qu'il faut faire, il disait il faut supprimer les banques centrales, qui ne servent à rien, il faut les remplacer par un gros ordinateur qui augmente la masse monétaire de 3% par an, et on jette les clés, et personne ne peut intervenir. Ça ressemble très fort à Bitcoin. C'est Milton Friedman qui a inventé le Bitcoin. Les gens s'en rendent conceptuellement, compte. Oui. Conceptuellement, donc
la raison d'être du Bitcoin, c'est que les banques centrales font n'importe quoi. En fait, ça dépend de votre situation personnelle. C'est-à-dire que si on est, encore une fois, européen, avec un compte bancaire, des virements SEPA qui ne coûtent rien et qu'on peut envoyer partout, avec la carte en sans contact au marché du coin, c'est pas une question de dire les banques centrales font n'importe quoi, c'est une question de dire elle n'est plus réserve de valeur. Elle n'est plus réserve de valeur. Elle n'est plus réserve de valeur du tout. D'un point de vue, alors c'est pas le cas en ce moment, mais d'un point de vue monétaire, si l'inflation est inférieure à la progression des salaires, tout va bien. Mais c'est pas le cas en ce moment. Et deuxième chose, c'est que ce que je voulais dire, c'est que il s'agit d'une alternative en fait. Mais les taux d'intérêt sur les Bunds sont négatifs. Bon. Bien sûr, ça veut dire que vous perdez la valeur quoi qu'il se passe. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une alternative. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en Europe, continuer de payer en euros et d'avoir de l'épargne en euros, mais dire, moi les banques centrales, moi la gestion de la monnaie, moi l'inflation, moi X, Y, Z, je pense que ça n'a pas un très bon avenir, donc je me sécurise en mettant une partie de mon patrimoine en Bitcoin. Pour d'autres personnes, au Venezuela, cette partie du patrimoine, ça va être 100% autant que faire se peut. Ou en Afrique. Alors, oui, dans la plupart des pays d'Afrique, oui. Mais si on va au Zimbabwe, effectivement, on a intérêt à mettre plutôt en Bitcoin. Et est-ce que vous croyez qu'avec la crise inflationniste qui arrive à cause de l'impression monétaire... Il paraît que c'est juste une... Oui, c'est... Christine Lagarde a dit qu'elle était très surprise en janvier par l'inflation. C'est quand même non, mais ayant triplé la masse monétaire en 4 ans, elle est surprise que ça augmente. Non, mais c'est un peu être surprise de Noël en décembre. Mais je suis surprise de Noël en décembre. Donc bref, ils impriment comme des ânes et ensuite ils sont très surpris de cette inflation monétaire. Je suis très surprise. Et des États-Unis qui ont injecté je ne sais plus combien de trilliards. Bon bref, donc est-ce que Bitcoin serait une façon de se prémunir de cette inflation galopante? Oui, bien sûr. Après, comme toute monnaie, c'est un consensus social. C'est-à-dire que moi, je peux vous répondre sur les fondamentaux. Oui, ça a les caractéristiques pour l'être, mais ce qui va me donner raison ou pas, c'est combien de gens me croient, en fait. Ben, la monnaie, c'est pour ça que ça fait 2000 ans que c'est le cas. Donc, la définition de Platon de la monnaie, c'était de dire que la monnaie, c'était un contrat de confiance. C'est-à-dire que les gens l'utilisaient parce que c'était pratique. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est la même chose. Dans la mesure où il y a plus de gens qui utilisent le Bitcoin parce qu'ils ont confiance ou parce qu'ils ont perdu confiance dans les autres. Exactement. Ben à ce moment-là, donc la monnaie n'a de valeur parce que les gens pensent qu'elle a de la valeur. S'ils pensent qu'elle n'a plus de valeur, ça n'a plus d'intérêt. Tout à fait. Oui, mais c'est ça moi aussi qui me fait un peu peur quand on regarde les cours de Bitcoin, c'est que ça monte d'un coup, il y a une volatilité extrême. Et en tant que patient, j'ai mon petit cœur qui me fait mal quand je vois ça. Non, mais ça c'est normal. Encore une fois, c'est parce que ça dépend de sa situation. Si on parle du point de vue de quelqu'un dont la monnaie c'est l'euro, forcément, ou le dollar, c'est encore pire. Le dollar c'est l'étalon mondial, donc c'est la référence de stabilité par définition. Un dollar vaut un dollar. Donc forcément, tout est volatile par rapport au dollar. Donc si sa référence c'est le dollar, Bitcoin est volatile. Mais si sa référence c'est une des 300 ou 200 autres monnaies dans le monde, en réalité c'est pas si volatile que ça. La livre turque est plus volatile que le Bitcoin, par exemple. Le Liban on en a parlé, l'Iran on en parle. Donc oui c'est volatile. Ça l'est de moins en moins d'ailleurs, ça se voit moins sur les graphiques, puisqu'en fait ce que les médias mettent beaucoup en avant, c'est la courbe en valeur absolue. Oui, il faut faire le... C'est-à-dire qu'on voit le truc monter énormément, et on a l'impression que... Faut le mettre en log. Exactement, il faut le mettre en logarithmique, parce que, très simplement, passer de 10 000 à 10 100, sur le graphique, c'est pire que passer de 10 à 11. Alors que de 10 à 11, on a pris la même chose en fait. Donc quand on regarde le graphique en logarithmique, on se rend compte qu'en fait cette volatilité, elle diminue. Et c'est normal, le marché devient plus gros. Donc ça devient plus difficile de faire bouger le marché. Et évidemment, moi ce que je m'attends, c'est que dans 5-10 ans, on soit sur une forme de plateau où ça va continuer de monter. Quelle est la valeur du marché ? En ce moment ? Oui. En ce moment, un Bitcoin, c'est autour de 35 000 euros, je crois, de mémoire. Non, mais la valeur complète. La capitalisation totale des... Alors, la masse monétaire, c'est ça, merci. La valeur totale de toutes les cryptos, je crois que c'est autour de 2000 milliards. Et Bitcoin là-dedans, c'est autour de 50%, à peu près, un peu moins. Donc, c'est quasiment la taille du PIB français, quoi. Pour toutes les cryptos, oui. Mais Bitcoin tout seul, je crois, de mémoire, c'est 800 milliards, quelque chose comme ça. Ou 900. Alors, ça bouge beaucoup. Deux questions, là, qui me tracassent, moi, à mon niveau. La première, c'est, bon, vous créez un Bitcoin 1 qui a des limites, on peut pas en avoir plus que ça, donc le 3% de Milton Friedman, là. Enfin, c'est pas les 3%, mais on pourra y revenir. Mais enfin, et ensuite, une fois qu'on a atteint les limites, la quantité de Bitcoin n'est pas censée augmenter. Qu'est-ce qui empêche de créer un Bitcoin 2 ? Vous pouvez créer un Bitcoin 2, mais il faut réunir le même consensus social sur Bitcoin 2,
que sur les bitcoins. Mais je veux dire, bon, vous avez plein de monnaies qui ont été créées, sur lesquelles il y a une espèce de début de confiance. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, très souvent, dans toutes les GAFA par exemple, c'est le premier prend 80% du marché. Quoi. Oui, exactement. C'est plus ou moins ce qui se passe sur Bitcoin. C'est-à-dire que moi je peux demain dire je crée une crypto-monnaie. Je peux le faire. Tout le monde sauf que je vais être tout seul et elle va valoir 0. À moins que j'arrive à créer ce que Bitcoin a fait. Et en réalité, c'est impossible aujourd'hui de recréer le même effet de réseau, d'avoir le même avantage au premier, entre guillemets, la même adoption. Une création anarchique de monnaie, ça paraît assez peu probable dans votre... Exactement. Il y en aura qui se feront, mais... On ne peut pas le désinventer, en fait. Donc, il est là, et c'est ce que récemment, David Marcus, qui était le CEO de Libra et Diem, enfin, qui était la crypto-monnaie de Facebook, donc ils ont vendu leurs actifs, maintenant le projet est mort, mais juste après avoir vendu les actifs, il s'est exprimé sur Twitter pour dire exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire... Bon, en fait, on réalise Bitcoin, on ne peut pas le reproduire. Bitcoin, c'est trop fort. Et d'une certaine façon, en fait, ça fait réfléchir encore plus sur la sécurité, en tout cas l'immuabilité de Bitcoin. C'est que Facebook, ils ont capitulé en 3 ans à faire leur crypto. Bitcoin, ça fait 12 ans que ça dure. Et les États ne savent toujours pas par quel bout le prendre, puisqu'il n'y a pas de personnes à appeler. Il n'y a pas de société Bitcoin, il n'y a personne. Le réseau est décentralisé. Ce serait comme vouloir arrêter Internet. C'est extrêmement compliqué d'arrêter Internet. Deuxième question qui me tracasse, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'électricité? Alors, s'il n'y a plus d'électricité, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que j'ai d'autres soucis avant. Oui, bien entendu, mais je veux dire, si vous avez... notamment. Je suis un libertarien, je pense que le monde va s'écrouler, et j'achète des bitcoins. Mais quand il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que l'on fait de mon bitcoin? Alors, par rapport à de l'or, par rapport à Napoléon. Bitcoin, s'il n'y a plus d'électricité partout sur la planète simultanément, Bitcoin ne fonctionne plus. Mais si à un endroit il reste de l'électricité... Mais si on ne peut plus communiquer les réseaux électriques... Vous ne pourrez plus utiliser le système de paiement, et encore, Bitcoin fonctionne par satellite aussi, et Bitcoin peut fonctionner par papier aussi. C'est-à-dire que si moi j'ai par exemple une adresse Bitcoin ou un mot de passe qui contrôle, je sais pas moi, 5 Bitcoins, je peux vous écrire le mot de passe ici, vous le donnez, je vous ai passé mes Bitcoins. Alors par contre, c'est pas parfait dans le sens où si moi je me souviens par cœur de la clé, je les ai toujours. Donc, oui. C'est compliqué. Il y aurait 2 propriétés. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur l'aspect réserve de valeur, même sans électricité, Bitcoin fonctionne. J'ai toujours ma clé. Elle est là, et si le réseau est rebooté, Bitcoin tourne toujours. Ça revient. Mais en attendant, entre le moment où le réseau s'écroule et le moment où il est rebooté, vous vivez comment? Vous vivez avec du cash ou d'autres formes monétaires, mais ce Bitcoin ne sera pas le... C'est là où le Napoléon retrouve toute sa valeur. Mais je trouve... Enfin, je veux dire, c'est un scénario catastrophe où effectivement, si tout marche plus, c'est un peu ce qui se passe au Liban, quoi. Enfin, j'exagère. Non, parce que justement, c'est pour ça que je dis le scénario catastrophe, c'est s'il n'y a plus d'électricité partout en même temps. S'il n'y a plus d'électricité au Liban, vous pouvez toujours utiliser Bitcoin. Vous avez encore une fois du papier, vous pouvez sortir du pays, et votre Bitcoin sera toujours là. Si vous quittez le pays, vous rallumez votre téléphone dans un autre pays, votre Bitcoin sera toujours là. Ce qui sera pas l'exemple du Venezuela est très intéressant parce que si vous voulez quitter le pays, on vous prend votre or. Donc votre or, il vous suit pas. Par contre, le Bitcoin, l'or, il est physique. Voilà, exactement. Alors que le Bitcoin, il vous suit parce que vous quittez le pays, vous dites j'ai rien. Puis comment vous voulez vérifier que vous avez des Bitcoins? On peut pas. Donc vous quittez le pays, et puis vous arrivez aux États-Unis, vous dites c'est bon, j'ai des Bitcoins. Donc le scénario catastrophe, ce serait il n'y a plus d'électricité nulle part dans le monde, partout, en même temps. D'accord. Bon. Et vous pouvez pas. Et je réitère que si c'est ça le scénario, j'ai d'autres soucis en tête en premier. Et où vous pouvez pas quitter votre pays. Où vous pouvez pas quitter votre pays. C'est-à-dire que. Ouais, d'abord, on aura le souci des zombies. Oui. On s'arrêtera. Non mais en gros, le scénario catastrophe dans lequel Bitcoin ne marche plus, c'est un scénario dans lequel il y a déjà 35 autres trucs qui ont défailli avant, oui. Et qui font que c'est clairement pas notre priorité. Je veux dire, si on peut pas manger, Bitcoin c'est le cadet de nos soucis, quoi. Oui, d'accord. Donc c'est un scénario catastrophe, mais qui dans la probabilité vous semble, enfin pas nul, mais en tout cas c'est pas vraiment le sujet, quoi. C'est pas vraiment le sujet, que ça s'arrête partout en même temps, au même moment. Maintenant vous parlez à des gens ici, là, qui n'y connaissent pas grand-chose et qui se disent... par exemple, il y a 1800 milliards en France qui sont investis dans les obligations de l'État français, dans les assurances vie. Vous savez que les taux d'intérêt sont à 0, que l'inflation est à 3 ou 4, donc ces gens-là perdent 4 ou 5% par an. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous leur dites? Comment ils peuvent transférer leur assurance vie en Bitcoin? Alors déjà, je leur dis pas forcément de faire ça. Non, mais vous devriez, parce que de toute façon, c'est du vol à la tire organisé par l'État. Donc, En fait, c'est une question de conviction. C'est-à-dire que je ne dirais jamais à quelqu'un écoute-moi, prends ton assurance vie, ton PEL, mets-le en Bitcoin.
déjà ça ne me ressemble pas, je ne fais pas de conseil en investissement, et ensuite il prendrait les choses dans le mauvais ordre. D'abord on comprend, d'abord on se fait la conviction sur Bitcoin, et il y en a, ils cherchent dans le Bitcoin, et après ils disent mais ce truc-là, je ne pense pas que ça va marcher. Si vous ne pensez pas que ça va marcher, pourquoi Bitcoin monte beaucoup? C'est parce qu'il y a un aspect risque, il y a rien qui a pas, enfin si on a du rendement, il y a du risque. Donc dire à quelqu'un mets toutes tes économies en Bitcoin sans le comprendre, ce serait complètement irresponsable parce qu'il y a du risque. Bien sûr, il y a un scénario dans lequel Bitcoin vaut 0 dans 5 ans, c'est possible. Moi, j'y crois pas, mais c'est possible. Donc, il faut d'abord comprendre, s'éduquer, comment ça marche, pourquoi ça existe, que font... Un type comme Warren Buffett ne comprend pas, par exemple. Non, je pense qu'il ne comprend pas. Parce qu'il dit, un jour, Bitcoin vaudra 0. J'en sais rien, moi, je ne suis pas... Bah, c'est-à-dire que c'est une possibilité intellectuellement. C'est une possibilité intellectuellement. Donc, c'est-à-dire si plus personne ne croit en Bitcoin... C'est un consensus, donc si plus personne n'y croit, personne n'y croit. Voilà. Mais Et donc, à quelque part, il peut penser ça, parce que c'est sa compréhension après avoir fait son étude de cas, et c'est vers ça que son instinct le pousse, mais ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'il n'accorde pas sa confiance à ce système. Voilà. Et moi, je pense que, justement, c'est... Pour des raisons X. Il a le droit de penser ça pour des raisons X, Y, mais... Toute personne qui a fait une investigation de Bitcoin assez poussée, j'en connais très peu qui après disent en fait j'y crois pas. Parce que effectivement les garanties techniques fondamentales que ça offre sont extrêmement... Alors rappelez-nous ces garanties techniques, c'est un système complètement décentralisé où il n'y a pas de chef, c'est le réseau lui-même qui s'auto-organise pour continuer à donner de la valeur aux choses. Il n'y a pas un bureau, vous appelez le chef de Bitcoin, qui peut changer quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un bureau qui peut dire on va augmenter le nombre de Bitcoin imprimés. C'est dans les statuts. En fait, c'est Internet. C'est comme Internet, mais c'est juste que ça gère de la valeur au lieu de gérer de l'information. Internet gère de l'information. Tout ce qui existe sur Internet est duplicable des centaines de milliers de fois si on a envie de le faire. C'est de l'information, on ne fait que du copier-coller sur Internet toute la journée. Et d'ailleurs, c'est la différence entre le monde numérique et physique. Si on s'envoie une carte postale, je ne l'ai plus. A priori, si je vous envoie un email, je l'ai toujours. C'est bête comme différence, mais Internet fonctionne par la copie. Oui, alors revenons à cette information contre-valeur, parce que justement, quand j'ai commencé moi dans mon métier il y a longtemps, la difficulté c'était de trouver l'information. Dans les années 70, j'allais piquer dans le bilan des banques centrales, je remontais les trucs à la main, je les mettais dans un petit carnet, enfin c'était un boulot de chien. Aujourd'hui, j'ai tout ça sur Bloomberg à l'instant et j'en ai rien à foutre. Plus personne ne donne de la valeur à l'information. Ce qui compte, c'est l'analyse, c'est la compréhension de l'information. Donc là, vous êtes en train de dire, la valeur à ce moment-là... Là, je l'aborde par le prisme rareté. Vous l'abordez par le prisme rareté, qui est garanti en quelque sorte par la structure de Bitcoin. Tout à fait. Et le truc du japonais, là, qui a mis un... Le pseudonyme. Le pseudonyme qui a mis une espèce de limite quantitative au nombre de Bitcoin qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y en aura pas plus de... 21 millions. 21 millions, basta. Et on est à combien aujourd'hui? 19 millions à peu près. Donc il reste 2 millions à miner. En 120 ans à peu près. Il reste 120 ans pour miner 2 millions. Mais on va pas le faire plus vite? Non. C'est justement le modèle monétaire de Bitcoin, il ressemble au modèle entre guillemets monétaire de l'or, c'est-à-dire qu'au début c'est facile à trouver, il faut se baisser, et puis plus on avance dans le temps, aujourd'hui on doit creuser très fort et très loin. C'est de plus en plus consommateur d'électricité ça? C'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que la relation entre la consommation d'électricité et le minage, c'est pas une fonction de temps, c'est une fonction de prix. C'est-à-dire plus le Bitcoin vaut cher, plus c'est intéressant de venir apporter de la puissance de calcul pour être rémunéré. Et effectivement, si vous dites plus on avance dans le temps, plus ça consomme d'électricité, ça veut dire que le postulat que vous faites, c'est que ça monte en prix. Ce qui, moi, est mon postulat, je pense que ça va monter. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation n'est pas automatique. Alors, expliquez ça à nos auditeurs, parce que ça, je trouve intéressant, le coût du mining et le coût de la rareté, là. Alors, donc, je reprends l'étape d'avant, parce qu'on a besoin pour le raisonnement. Donc, sur Internet, on sait faire que de la copie. La proposition de valeur de Bitcoin, ce que ça apporte de nouveau, c'est qu'on peut faire du couper-coller. C'est-à-dire qu'on a la capacité de montrer, grâce au réseau Bitcoin, que si j'envoie quelque chose, je l'ai plus. Donc ça, c'est encore une fois infaisable sur Internet. Si j'envoie quelque chose, ce n'est pas un envoi, c'est une copie. Sur Bitcoin, si j'envoie un Bitcoin, j'ai la capacité de prouver à qui que ce soit que je n'ai plus ce que je viens d'envoyer. Mais vous recevez quelque chose en échange? Non, je fais un virement, j'envoie des Bitcoins, je les ai plus. Et la personne en face reçoit des Bitcoins, effectivement. Mais j'ai la capacité de prouver sans le tiers de confiance que je n'ai plus ce Bitcoin et que la personne en face l'a, et tout le monde le sait. Ça, c'est l'innovation majeure de Bitcoin. Alors ça, c'est la version, je vous la donne couche, ça permet quoi? Je vous donne pas la couche technique pour l'instant. Mais du coup, rentrons un peu plus dans la couche technique. Comment on arrive à faire ça? Alors, comme je disais, la problématique qu'on a sur Internet, c'est que mettre des ordinateurs d'accord entre eux, c'est impossible, sauf à mettre un tiers de confiance.
ce que propose Satoshi Nakamoto, c'est de dire comment on fait pour mettre des ordinateurs d'accord entre eux sur une chose qui soit irréfutable, universelle, partout dans le monde. Le transfert. Alors ça va être le résultat du consensus. Oui. Mais sa question technique à Satoshi Nakamoto, c'est comment je les mets d'accord. Donc il faut que je trouve un élément, une chose sur laquelle personne ne puisse dire c'est pas vrai. Et le plus difficile, c'est qu'il faut que cet élément soit généré organiquement par n'importe qui. Pas forcément par un tiers de confiance, une autorité. Alors qu'est-ce qu'il va retenir? Qu'est-ce qui peut faire consensus partout sur la planète, de manière universelle, qui est neutre? Les maths. Parce que 1 plus 1, ça fait 2, où vous vous trouviez sur la planète. Donc il retient les maths. Pas pour les wok. Hein. C'est encore un autre sujet. Les maths ne sont pas une science dure. Les maths ne sont pas une science exacte, oui, c'est ce qu'ils pensent. Mais allez-y, continue, on dit des Quel embêtant de couper les gens comme ça, il était bien parti, c'était super intéressant. Je vais reprendre. Il a été cancre quand il était gamin et ça lui reste. C'est bien cette impertinence. Voilà, on va appeler ça de l'impertinence, oui, méchant. Non, donc ces maths, on les retient. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment j'arrive à partir des maths, à générer donc ce fameux consensus, à trouver quelqu'un dans un réseau, prenez 10 000 ordinateurs et dire il y en a un qui va dire quelque chose et tout le monde va être d'accord. C'est l'irréfutabilité. Exactement. Donc comment il va organiser cette irréfutabilité? Il va faire une compétition. Donc tous les ordinateurs qui sont connectés au réseau font une compétition mathématique qui est, tout le monde dit c'est complexe, en réalité c'est hyper débile, hein. C'est f de a égale b, voilà b, trouvez-moi a. Et puis comme c'est une fonction qui n'a aucune logique, c'est pas une fonction linéaire, c'est pas une fonction, hein. Non, c'est une fonction où si vous faites f de 1 ça va vous donner 10 milliards, et si vous faites f de 2 ça va vous donner moins 365, ça n'a aucun sens. Donc la seule façon de trouver un bon a, tel que f de a égale b, c'est de faire f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6, f de 7, de tous les tenter. Vous n'avez qu'une seule solution, c'est l'itération. Ce qui rajoute d'ailleurs un élément de sécurité, c'est que personne n'a d'avantage. Tout le monde est logé à la même enseigne, vous ne pouvez que itérer. Donc plus vous itérez vite, plus vous avez de chance. Exactement, donc plus vous itérez vite, donc plus vous avez de puissance de calcul, plus vous avez de probabilité d'être le premier à trouver. Le premier qui trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour a égale 100, par exemple, ça marche. Regardez, f de a égale 100. Et les autres, c'est très facile de vérifier, puisqu'il suffit de faire f de a. Et de vérifier que ça fait bien 100. Donc en fait, c'est très difficile de trouver une solution, mais c'est très facile de vérifier la solution. Et une fois que moi, je reçois l'information que quelqu'un d'autre a trouvée et que c'est irréfutable, je fais f de a égale 100. Donc vous ne cherchez plus f de a. Je cherche plus f de a, ça ne sert à rien. Et ensuite se met en place une forme de théorie des jeux, c'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai deux solutions. Soit je fais l'aveugle et je dis non, j'ai jamais reçu cette information, je continue de chercher dans mon coin. Mais pourquoi vous ferez ça? Pour gagner la récompense, parce que vous n'avez pas envie de vous avouer vaincu, et vous voulez continuer dans votre chemin. Mais effectivement, pourquoi vous feriez ça? Parce que d'un point de vue théorie des jeux, la probabilité que tout le monde prenne cette décision, c'est-à-dire non, j'ai jamais entendu parler de ça, elle est nulle. Parce que la plupart des gens qui font ce calcul-là, ils vont prendre l'autre décision qui est de dire si quelqu'un a déjà trouvé, ça sert à rien de continuer de chercher sur un truc qui est déjà trouvé. Il faut que je profite de cet avantage de savoir que quelqu'un a trouvé avant les autres. Pour chercher le numéro 2. Exactement, pour chercher le numéro d'après. Donc c'est pour ça que la théorie des jeux qui se met en place est extrêmement intéressante, c'est que à ce moment T, tous les intérêts individuels sont alignés pour arriver à l'intérêt collectif qui est qu'on a trouvé un consensus. Donc c'est ça la magie de Satoshi Nakamoto. Ça crée un bitcoin. Alors, justement, là il manque un élément dans mon raisonnement, il m'en manque un élément, qui est, prenons l'exemple de question pour un champion, c'est très bien, vous venez à question pour un champion, on aime tous répondre à des questions, avoir la bonne réponse. Mais la réalité c'est que les gens viennent à question pour un champion parce qu'à la fin il y a de l'argent. Oui. Sinon ils ne bougeraient pas de chez eux. Là c'est la même chose, pourquoi vous mettriez en place des centaines de serveurs qui travaillent toute la journée juste pour le plaisir de trouver un résultat qui va servir à juste mettre un consensus? Non, personne ne ferait ça. Donc le génie de Satoshi, c'est que derrière il a dit non seulement je mets en place cette théorie des jeux, et à la fin je dis celui qui gagne, il gagne des bitcoins. Donc là c'est la seule création monétaire du réseau, c'est que celui qui gagne ce consensus, donc cette compétition mathématique, se voit rémunéré en bitcoin, nouvellement créé. Et donc il part avec, alors en ce moment c'est 6,25, donc il gagne 6,25 bitcoins pour avoir résolu ce calcul. Donc ce qui aujourd'hui au cours du bitcoin fait 200 000 $. Oui, à peu près, effectivement. Ouais. Donc quand il trouve un bitcoin, quand il trouve la solution à A, il gagne 200 000 $. Tout à fait. Ça prend combien de temps pour trouver une solution? Donc 200 000 $ par 10 minutes? Tout à fait.
Maintenant, le réseau, en fait, pour vous donner un ordre d'idée de la puissance de calcul qu'il y a sur le réseau Bitcoin, si vous mettiez les 500 plus gros supercalculateurs de la Terre sur Bitcoin, ils font moins de 1% de la puissance de calcul. C'est énorme. On n'a jamais réuni une telle puissance de calcul. C'est-à-dire qu'il y a des tas de fadas qui cherchent des 1 partout, quoi. C'est pas des fadas, parce qu'à la fin, ils gagnent 200 000 $. Mais pas tous, mais enfin, il y en a certains qui gagnent. Bah, en fait, ça vous donne une probabilité. C'est-à-dire que si vous avez 10% de la puissance de calcul du réseau, vous allez gagner une fois sur 10. Voilà. Et donc, effectivement, on arrive sur un modèle probabiliste où derrière, d'un point de vue business model, c'est assez facile. Donc celui qui gagne, c'est celui qui a une énorme puissance de calcul et un coût de l'électricité bas. Oui, alors, celui qui gagne d'un point de vue entreprise, exactement. C'est pour ça que les mineurs aujourd'hui, la plus grosse partie de leur business model, c'est d'aller chercher de l'électricité pas chère, parce que c'est leur seul poste de coût, en gros, avec l'infrastructure et les machines. Mais leur plus gros poste de coût, c'est le coût de l'électricité. Et donc l'électricité la moins chère, c'est laquelle? C'est celle dont personne ne veut. Donc c'est celle qui est là et qui n'est pas consommée. C'est-à-dire au fin fond de l'Afrique, aux Zambèzes. C'est-à-dire généralement, effectivement, sur la centrale hydroélectrique qui fait 500 MW, mais il n'y a pas le réseau en face pour le distribuer. C'est-à-dire l'ENR, le solaire qui produit toute la journée, alors que la journée, par définition, on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc en fait, structurellement, le minage il y avait le plus gros milliardaire norvégien qui est dans l'énergie, sur à peu près tous les sujets d'énergie, il appelle le Bitcoin comme le chaînon manquant de la transition énergétique, parce que justement ça sert de batterie aux renouvelables, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que vous utilisez une énergie pas chère et vous créez un Bitcoin qui a plein de valeur qui vous permettra d'acheter de l'énergie après. C'est surtout que, c'est une batterie, quoi. Alors c'est pas une batterie au sens énergétique, parce que vous restituera pas l'énergie. C'est une batterie économique. C'est une batterie valeur, parce que le renouvelable, son gros problème, c'est qu'il est intermittent. Donc vous devez toujours en installer 3 fois la puissance pour pouvoir fournir, etc. Et donc cette puissance, en permanence, vous êtes soit en sous-production, soit en surproduction. Si vous êtes en surproduction, c'est l'énergie perdue. Et donc ça va altérer le business model du renouvelable drastiquement. Et donc, du coup, on balance de la subvention partout pour essayer de faire en sorte que ce soit rentable. Bitcoin, c'est justement l'élément qui vient ramener, entre guillemets, le marché là-dedans en disant « Moi, j'ai une solution pour faire en sorte que ton éolienne, quand elle est en surplus, ton barrage hydro, quand il est en surplus, c'est-à-dire à peu près tout le temps pour les barrages hydro, moi, je suis là et je suis un talon de dernier ressort où tu peux me vendre ton énergie, mais je l'achète pas cher du tout. » Et donc, il négocie des tarifs à 5-6 centimes le kilowattheure, ce qui est extrêmement faible. Mais le vendeur d'énergie, il préfère la vendre à 6 centimes que pas la vendre. Oui, bien sûr. Et il y a un deuxième élément sur lequel le Bitcoin est particulièrement intéressant d'un point de vue transition énergétique, c'est qu'il va aller chercher des déchets aussi. C'est-à-dire, une des choses qui est très connue, c'est ce qu'on appelle les torchères. C'est-à-dire que quand vous faites une installation pétrolière, généralement, il y a d'autres choses que du pétrole. Il y a du gaz qui sort notamment. On brûle en haut. Exactement. On voit ça, tout le Moyen-Orient, il y a des trucs qui brûlent qui servent à rien. Et pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Alors que c'est dramatique de brûler ce gaz-là. Alors, ce serait 100 fois pire de ne pas le brûler, parce que c'est du méthane, donc il partirait dans l'air. Mais le brûler reste dramatique. Pourquoi il est brûlé? Parce que soit il n'y a pas de réseau de distribution, et ça coûte beaucoup trop cher de mettre un gazoduc pour une partie résiduelle de gaz, soit vous pouvez le transformer en électricité, et effectivement vous mettez une génératrice, mais il faut que le réseau électrique soit présent sur place. Et si vous êtes au milieu de la mer sur une plateforme offshore, vous n'avez pas de réseau électrique. Donc vous vous retrouvez à brûler ce gaz. Les mineurs, ils disent non, moi je vous permets de ne pas avoir d'amende, parce que vous arrêtez de brûler du gaz dans la nature. Je récupère votre gaz, moi sur place, je le transforme en électricité pour mon minage, et moi je m'en fous. Le principe des mineurs, je l'ai dit, c'est les maths, donc ils sont géo-indépendants. Ils n'ont pas besoin d'être à côté d'un gisement d'or, ils s'en foutent, ils peuvent être partout. Donc la plupart des mineurs, structurellement, aujourd'hui, ils se dirigent vers les endroits hyper isolés, parce que l'énergie est absolument pas chère. Donc, ce qui est vraiment... Alors quel est le couillon qui fait de l'énergie dans un endroit qui ne sert à rien? Tout le monde. Tiens, donc pourquoi ça? Parce que le pétrole, par exemple, vous allez le chercher là où il est. Ah oui, le pétrole, on va le chercher partout. Pour les torchères, je comprends bien. Pour l'hydro. Mais faire un barrage hydroélectrique et pas mettre un réseau électrique derrière, c'est pas parce que ça arrive après, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème de poulet d'œuf. Si vous allez, un mineur connu en France, c'est Sébastien Gouspillou, il a fait une conférence hier. Oui. Exactement. Justement, c'était pour présenter ce genre de projet. Donc lui, il est par exemple au Congo. Au Congo, je crois que c'est 8% de la population qui a l'électricité. Oui. Quelque chose comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des barrages hydroélectriques dans un parc qui s'appelle le parc des Virunga, où il y a globalement des espèces menacées. Et c'est la forêt vierge, mais la plupart des habitants du coin, ils n'ont pas de réseau électrique. Donc comment ils font pour cuisiner, pour se chauffer? Ils coupent le bois de la forêt vierge. Qu'a fait le directeur du parc des Virunga? Il a dit en fait, du coup, il faut absolument substituer tout ça par de l'électricité. Mais il arrive tout de suite à la problématique, il faut que je développe le réseau. Sauf que le problème, c'est que développer le réseau sans source d'électricité, on ne va pas le faire. Et le problème, c'est que personne ne va investir dans une source d'électricité s'il n'y a pas de réseau. Donc, poule et œuf.
Et ça tourne en rond. Donc ce que fait le minage... Maintenant, on a le barrage, mais on n'a toujours pas le réseau. Alors justement, ce que le minage fait, c'est qu'il dit, moi, mettez votre barrage, je vous achète l'énergie, vous développez le réseau, dans 5 ans, dans 10 ans, quand le réseau sera développé, l'énergie, vous pourrez la vendre à beaucoup plus cher, et moi, je m'en irai. Ce que font les mineurs, parce que maintenant, les mineurs, ils sont conteneurisés, c'est-à-dire qu'ils mettent toutes leurs machines dans des conteneurs, et ils bougent, ils sont très très mobiles. Encore une fois, ils s'en fichent de où ils sont les mineurs. Donc ils bougent tout le temps. On avait déjà, avant qu'il y ait le ban du minage en Chine, la plupart des mineurs, au moment de la saison des pluies, ils bougeaient tous au Sichuan, parce qu'il y a plein de barrages au Sichuan qui sont installés, et en saison des pluies, ils produisent beaucoup trop, donc ils se mettaient en bas des barrages, et ils disaient, moi je vous achète votre énergie. Donc c'est... Le minage a mauvaise presse, malheureusement, mais... Expliquez-moi pourquoi les Chinois ont interdit ça, parce que ça paraît couillon. Bah justement, ça paraît très couillon. Ils ont interdit ça parce que ça a mauvaise presse, parce que le Bitcoin fait une concurrence monétaire au yuan. Donc c'était le fait que ce soit une monnaie qui soit concurrente par rapport au yuan. C'est un cocktail de choses, c'est-à-dire que... Ils aiment bien contrôler. Ils aiment bien contrôler, et d'ailleurs... Et ça, c'était un truc qui contrôlait. Leur version du crypto-yuan, c'est pas vraiment une crypto, c'est beaucoup plus un yuan numérique qui, on va dire, la suite directe du crédit social et des choses comme ça. Donc effectivement, dans leur esprit, d'ailleurs, ils sont pas connectés à l'internet de tout le monde. Ils font les trucs à la chinoise. Alors parlez-moi du crypto-yuan. En fait, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est pas vraiment une crypto. C'est plus un... C'est un moyen de paiement, quoi. C'est comme une carte de crédit. C'est un moyen de paiement, mais où vous allez avoir un compte à la banque centrale chinoise qui du coup saura ce que vous faites. Là, CIA le sait déjà, parce que tous mes paiements sont déjà faits en Californie. Mais justement, si vous les faisiez en Bitcoin, ils ne seraient pas forcément. Donc il faut que je fasse mes achats aux États-Unis et mes ventes en crypto-yuan, comme ça ils ne peuvent pas réconcilier le tout. Le problème, c'est aujourd'hui le crypto-yuan, il est marginal, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà 10% des Chinois qui en ont. Ce qui est beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Chinois. Donc, ça fait 130 millions. Exactement. Mais surtout, ça permet donc littéralement de sortir de votre banque, d'avoir une carte de crédit qui soit sur la Banque centrale chinoise. C'est là que je dis oui et non. C'est-à-dire que la Banque centrale chinoise va continuer de s'appuyer sur les banques commerciales pour distribuer le crypto-yuan. Mais c'est juste que vous aurez en dernier ressort un compte à la Banque centrale et vous pourrez dépenser ce yuan comme si c'était du cash. Comme si, partout. Alors qu'aujourd'hui, l'argent numérique, c'est en réalité de l'argent de banque commerciale. Donc, oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que dans le fond, les Chinois sont en train d'inventer un nouveau operating system. Pour remplacer un peu l'operating system des banques commerciales américaines, parce que les cartes de crédit c'est là que je dis oui et non, parce que ça ne peut pas le remplacer complètement, puisqu'ils comptent s'appuyer sur les banques commerciales pour le distribuer. Mais il y a le côté... la compensation se fait à la banque centrale. C'est une créance que vous avez en remontant jusqu'à la banque centrale. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, les banques commerciales... Donc vous avez aujourd'hui un système de operating, si j'ose dire, tout ce qui est... les paiements internationaux, SWIFT et tous ces trucs-là, ça marche sur les banques commerciales américaines. Donc là, on a un operating system qui marche très bien. Et qui marche très bien. Enfin, qui marche très bien. Non, qui marche pas très bien. On va demander à la Russie dans quelques années. Non, mais et puis ça donne un instrument de pouvoir aux États-Unis qui est complètement injustifié. Et là, les Chinois sont en train de dire, je vais faire un operating system de paiement qui sera le concurrent de celui-là. Oui. Et donc, c'est un peu comme... Et c'est pour ça que... C'est un peu entre Apple et Microsoft. La concurrence monétaire qui est en train de se jouer... Donc c'est pour ça qu'ils ont empêché... les autres. C'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est vraiment pour des raisons, pour le coût énergétique, c'est parce que, par exemple, en Mongolie intérieure, le charbon est subventionné. Donc ça vient altérer le modèle économique du mineur, qui du coup vient prendre du charbon parce que ça coûte moins cher. Mais du coup, ils se retrouvaient avec des pannes de courant, des mineurs partout qui venaient prendre du charbon. Ils auraient juste dû interdire dans la région de Mongolie et les laisser dans les barrages. Justement, alors ils ont fait un énorme ban, et aujourd'hui ce qui se passe, alors moi ça fait 7 ans que je suis dans le Bitcoin, je pense que j'en suis au 5e ban chinois du Bitcoin, donc ça banne, ça redébanne, ça redébanne, ça banne, machin. Donc, ce qu'il y a à dire avec les Chinois, c'est qu'ils sont pragmatiques. Non mais sur des questions comme ça... En gros, sur le minage en Chine, on estime qu'il en reste encore 15 à 20% du minage total de Bitcoin, et que en fait c'est juste que maintenant ils n'ont plus le droit de le dire, mais il continue d'y avoir des endroits où les autorités locales disent en fait vous êtes quand même utile au réseau électrique donc restez ici. C'est juste qu'officiellement ils ont tout banni pour des raisons énergétiques sur certaines régions et pour des raisons effectivement monétaires où ça ne sert à rien de faire concurrence au crypto-yuan. Maintenant le volet géopolitique de Bitcoin est très important et je pense que les États sont en train de s'en rendre compte. C'est que effectivement quand on regarde par exemple la situation actuelle, vous avez le Salvador qui en a fait une monnaie légale, c'est le premier pays du monde à l'avoir fait. Alors on continue d'avoir pour l'instant des gens qui disent oui, enfin bon, le Salvador c'est tout petit, on s'en fout. C'est pas vrai, le Salvador c'est tout petit, oui, mais vous avez d'autres pays qui y réfléchissent, c'est une expérimentation à ciel ouvert, et on constate par exemple au Salvador, vous avez 75% de la population qui n'est pas bancarisée. Le Bitcoin est monnaie légale depuis à peu près 5 mois, vous avez déjà 70% des gens qui ont un portefeuille Bitcoin. Donc la bancarisation, en tout cas la financiarisation... C'est-à-dire que vous passez par le téléphone, vous payez avec votre téléphone... Et vous n'avez pas besoin de compte en banque.
Donc c'est pour des pays comme en fait. C'est un drame pour les banques, ça. Alors c'est un drame, oui et non, parce que c'est des clients qui ne servaient pas de toute façon. Oui, mais bougez pas une seconde, elles ne servaient pas de toute façon, mais les gens vont se rendre compte assez rapidement, en France par exemple, qu'ils n'ont pas besoin de rester au Crédit du Nord ou au Crédit Lyonnais s'ils ont un bitcoin et qu'ils peuvent le... Bah c'est là que je suis à moitié d'accord, c'est-à-dire que fondamentalement oui. Mais ça bouge trop. Mais non, pas du tout, c'est comme Internet, fondamentalement on peut tous avoir notre serveur de mail. Hein. Est-ce qu'on le fait? Non, on est tous chez Google, on est tous chez Yahoo, parce que c'est plus simple et que personne ne comprend comment ça marche, donc on fait confiance à un tiers. Donc pour Bitcoin, ça va être probablement la même chose. On va faire, encore une fois, Coinbase, c'est 80 millions de clients. Pourquoi? On pourrait dire, vous pouvez garder vos Bitcoins. Oui, mais beaucoup de gens, ils achètent, puis ils laissent sur Coinbase. Et je pense qu'on va vers cette pente-là. Donc c'est un peu plus, fondamentalement, oui, il pourrait sortir, mais je pense que c'est une opportunité pour lui. Moi, de temps en temps, on apprend qu'il y a un gars qu'il y a eu une fraude quelque part, qu'on a perdu 300 millions, il y a eu une au Japon, etc. Comment... les fraudeurs, parce que dès qu'il y a une création de monnaie, vous pensez bien que ça attire les fraudeurs, comme les mouches sont attirées par le miel. Alors, qu'est-ce que c'est les fraudes dans ce coup-là? Contre quoi nos pauvres auditeurs qui doivent déjà être un peu perdus, j'espère que non d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est très bien, mais je ne suis pas objectif. Donc, comment nos pauvres lecteurs peuvent-ils se protéger contre les fraudes? Y a des pratiques de sécurité à avoir. En fait, si on remonte d'un cran, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que Bitcoin offre l'alternative. Vous pouvez garder votre propre argent. Encore une fois, dans le monde numérique, c'est impossible. Quand vous avez de l'argent dans le monde numérique, il n'est jamais à vous. Il est possédé par quelqu'un et vous demandez des autorisations. C'est complètement différent. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont de l'argent à la banque. Non, ils l'ont prêté à la banque. Ils l'ont prêté et c'est la banque qui le garde. Si on demande aux Chypriotes, si on demande aux Grecs, etc., ils savent très bien que si jamais il se passe quelque chose de pas trop sympathique, ils vont au distributeur, la banque leur rend pas forcément l'argent. C'est pour ça qu'il faut prendre des titres. Il faut laisser le moins possible. Ou avoir du cash, ou peu importe. Mais justement, il y a une vraie différence entre le cash chez soi dans un bas de laine et l'argent dans un compte bancaire. Parce que l'argent sur un compte bancaire, c'est une créance. C'est une créance, mais vous pouvez par contre avoir un fonds monétaire qui sera à vous en titre et à ce moment-là, il ne peut pas vous le piquer. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est si on a il pourra pas vous le piquer, oui et non. Encore une fois, à partir du moment où c'est numérique, c'est chez quelqu'un. Oui, oui. Donc c'est ça la différence. Non, mais si c'est à vous, oui, mais c'est à vous juridiquement, c'est pas à vous physiquement. Non, c'est pas si vous le tenez pas. Exactement. Alors que la différence avec Bitcoin, c'est que c'est à vous, j'allais dire physiquement non, mais vous avez la clé, vous êtes le seul et c'est pas un tiers. Donc, soit vous... Et vous demandez la permission à personne quand vous voulez l'envoyer. C'est l'intérêt. Justement, Bitcoin, c'est permissionless, incensurable. Un Snowden, un Assange, ils se financent en Bitcoin parce que on ne peut pas dire à qui que ce soit de geler vos avoirs en Bitcoin. C'est impossible. On ne peut pas. C'est physiquement impossible. Si j'ai des Bitcoins, donc je peux les dépenser. Je vais à ma banque et je dis envoyer 70 000 € à je ne sais pas qui. Et ils vont faire multiples vérifications pour savoir ce que vous faites de votre argent. D'abord, le fisc va être prévenu immédiatement, etc. Tandis que là, je suis en Bitcoin, j'envoie l'équivalent de 70 000 € et pouf, personne n'est au courant, personne ne m'emmerde. Alors, personne n'est au courant. J'allais dire, c'est plutôt l'inverse. Tout le monde est au courant, puisque c'est sur un réseau public, mais c'est juste que personne... Mais on ne sait pas que c'est vous. On ne sait pas que c'est vous. On sait qu'il y a quelqu'un qui a versé 70 000. Mais puisque la réglementation commence à passer, comment vous achetez vos Bitcoins? Par des plateformes qui, elles, sont réglementées. Donc, elles vont vous demander votre carte d'identité, etc. Donc, quand vous allez rapatrier les Bitcoins sur un portefeuille personnel, il y a une transaction publique d'une adresse où on sait que c'est vous à une autre adresse. Et à ce moment-là... tout le monde saura que cette adresse est la deuxième. Enfin, mais le fisc, il pourra donner, celui-là, il pourra donner l'adresse XYZ. Tout à fait. C'est M. Charles Gave. C'est donc les bitcoins appartiennent à M. Toute transaction qui aura ce truc-là, on saura que c'est M. Charles Gave. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'anonymat sur Bitcoin, non? Il n'y a pas d'anonymat sur Bitcoin. Mais ça c'est important, il n'y a pas d'anonymat sur Bitcoin. C'est un pseudonymat, c'est-à-dire que vous avez des pseudos partout. Moi qui lis la chose, je ne sais pas que c'est Charles Gave. Voilà. C'est comme sur les réseaux, la différence entre anonymat mais par contre, le gouvernement, s'il demande à la plateforme... S'il demande à la plateforme et que la plateforme juridiquement est obligée de lui dire, il lui dit... Alors la plateforme qui est nulle part, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, celle qui est... Là, elle répond à personne, celle-là. Non. C'est un problème pour justement les Français, c'est que l'industrie française se plaint depuis des années que on a d'abord pensé réglementation en France, comme souvent. Tiens donc. Je suis surprise. On a réglementé le secteur, on a dit vous ne pouvez pas opérer si vous ne faites pas ci, ça, et si vous n'avez pas 25 et donc tout le monde devait le faire ailleurs. C'est surtout que personne n'a pu le faire en France et les gens ailleurs ont pu le faire. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation où Binance, c'est la plus grosse plateforme du monde. Il y a, c'est vraiment des dizaines de milliards de volumes de dollars par jour sur Binance. C'est énorme. Et en fait, du coup, les Français sont chez Binance.
Et effectivement, le fisc français se retrouve dans la situation où ils ne savent même pas qui appeler pour avoir des détails. Donc c'est un peu cocasse parce qu'effectivement, on aurait pu juste avoir l'industrie chez nous et ensuite la réglementer, mais on a choisi de faire autrement. Ça paraît intelligent, ça, de Binance. Ils ont l'air d'avoir un modèle. Juste pour revenir aux deux questions qu'on avait mentionnées, il y en avait une sur la géopolitique où j'ai pas terminé et une sur les fraudes. Alors sur les fraudes sur Bitcoin, c'est très souvent c'est des fraudes, j'allais dire, sur la couche supérieure, c'est-à-dire la couche sociale. Si moi je vous donne ma carte bleue et son code avec, vous n'allez pas dire Visa marche pas. Vous allez dire je vous ai donné mon code et la carte bleue. Sur les cryptos, c'est ce que je vais dire. Si vous choisissez d'aller au bout du raisonnement et donc d'être propriétaire de vos bitcoins, alors vous devez être responsable. Donc vous devez avoir des pratiques de sécurité. Vous devez donner votre numéro à personne. En fait, vous devez vous comporter comme si vous étiez votre banque. Donc, des process de sécurité, séparer vos mots de passe, voire le diviser et le mettre en plusieurs endroits physiques. Enfin, il y a plein de... avoir du multi-signature, par exemple, dire pour dépenser le moindre bitcoin sur mon adresse, il me faut 3 signatures. Et ces signatures, je les stocke dans 3 endroits différents. Bon, je ne pourrais pas toutes les détailler, mais il y a plein de pratiques qui sont des pratiques compliquées, en réalité. Donc, la plupart des gens n'ont pas envie d'être leur propre banque, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité. En vrai, c'est chiant à faire. Et on oublie, et on n'a pas envie de perdre une des clés, on n'a pas la même sécurité qu'un coffre-fort dans une banque. Donc, beaucoup de gens... Et si vous oubliez votre mot de passe, vous perdez tout. Ah bah, il n'y a pas de service après-vente, oui. Si vous oubliez votre mot de passe, moi j'ai un de mes copains qui avait acheté du Bitcoin tout à fait au début, puis il a changé d'ordinateur et 2 ans après il s'est rendu compte qu'il avait mis dans son ancien ordinateur qu'il avait... Eh bien, tant pis pour lui. Eh bien, tant pis pour lui, il a cherché l'ordinateur partout, dans les poubelles, partout, il l'a jamais retrouvé, il s'arrache les cheveux tous les jours, quoi. Voilà, encore une fois... Bitcoin... C'est comme de perdre, autrefois il y avait le numéro du compte en Suisse du grand-père, et s'il ne le transmettait pas, ça allait au banquier suisse. Quoi. Là, ça va à la communauté. C'est la responsabilité individuelle. Donc si vous n'êtes pas responsable individuellement, il est recommandé de refaire confiance à un tiers, de lui dire maintenant vous gardez mes bitcoins s'il vous plaît. Et c'est ce que font les plateformes d'échange. Elles disent moi je sais garder vos bitcoins. Donc les fraudes en général, c'est parce que les gens qui ne veulent pas conserver leurs bitcoins les stockent chez un serveur centralisé d'un acteur tiers, Coinbase, Binance, etc. Si cet acteur se fait hacker ses serveurs, on a accès à une liste de mots de passe qui contiennent des bitcoins. Donc on n'a plus qu'à les dépenser et on a volé. Ah merde. Donc si on peut se faire hacker chez Bitcoin. Chez les plateformes. Le protocole n'est jamais remis en question. Le protocole marche. Et ça fait 12 ans qu'il tourne et il y a... Donc c'est chez Binance qui est le problème, quoi. Binance... Binance n'a pas... Binance, mais non, c'est là où vous avez... Chez les plateformes. La personne à qui tu as fait... Si le courtier se fait hacker, vous avez un recours juridique contre lui ? Ah, ça dépend. Ça dépend déjà de la juridiction, ça dépend de contrat que tu as avec le tiers. Ça dépend. Mais on va vers un monde où il y a de plus en plus de réglementation et si le courtier ou la plateforme se fait hacker, normalement vous pouvez faire une action pour dire moi j'aimerais bien récupérer mes fonds. Vous avez une forme de garantie. S'il y a une négligence, c'est que tu peux montrer une négligence, un défaut. Mais oui, mais vous avez pas d'endroit où tu peux le... Ah c'est pour ça, tu dois faire attention, c'est un courtier en fait, le type avec qui tu vas te donner les clés de c'est pour ça qu'il faut bien choisir son prestataire aussi. Et donc Binance, c'est peut-être pas une aussi bonne idée que ça. Je veux pas me mettre à recommander des plateformes, mais... Non, mais j'entends bien, j'ai bien compris. J'entends bien. Et pour l'aspect... Il est prudent, hein. Non, mais ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux une fluidité? Est-ce que tu veux une garantie juridique? Est-ce que tu veux être opaque vis-à-vis du fisc? Il y a mille et une raisons qui peuvent faire que tu choisisses un courtier par rapport à l'autre. Pour ceux qui veulent de la sécurité vraiment maximum, encore une fois, du coup, on a une réglementation en France. Il y a l'AMF a une liste sur son site. Toutes ces plateformes-là ont un label et s'il se passe n'importe quoi, normalement, ils ont tous mis en place des contrôles et tout devrait bien se passer. Donc, vous pouvez aller voir la liste de l'AMF et aller chercher des prestataires. Je veux dire que le DAF fait son intéressant. Oui, le gars, mais tu sais, on arrive à l'heure. C'est le moment où il s'agace. Mais je peux dire 2 mots sur la géopolitique que je disais tout à l'heure. Non, vous devez, on s'en fout, il n'y a pas de limite. Non, c'est juste que c'est étonnant, au bout d'une heure, il s'agace. Mais bien sûr, on y va sur la géopolitique. Sur la géopolitique, ce que je disais, c'est qu'on va rentrer dans une forme de concurrence monétaire. C'est-à-dire que vous avez le dollar qui est l'étalon depuis la fin de la guerre. Ça, c'est la grande théorie de Charles à propos du yuan. D'ailleurs, on est payé très cher par le gouvernement chinois. Oui, j'allais dire, ça, c'est la... on peut avoir cette théorie-là, même sans Bitcoin dans l'équation. Bien sûr, le dollar perd la vitesse, la Chine monte, on a une forme de piège de Thucydide. Bon, voilà. Évidemment. Le yuan a envie de s'imposer. Les Chinois vont commencer à demander aux gens de les payer en yuan. Et puis à la fin, on va avoir une forme de... Et surtout, ils vont dire à tout le monde en Asie, arrêtez de payer avec des dollars. Parce qu'on en a marre d'avoir que ça en réserve déjà. Mais arrêtez de payer ça, payez dans vos propres monnaies.
Où ça donc, nous, arrêtez de vous servir du dollar. On ne veut pas que vous vous servez du yuan, mais arrêtez de vous servir du dollar. Et nous, on fera la trésorerie pour ceux qui auraient des problèmes. Exactement. Donc, effectivement, ça, c'est un raisonnement qu'on peut tenir même extra Bitcoin. Bien sûr. Ce que Bitcoin vient chambouler là-dedans, c'est que justement, je vais reprendre il y a Citibank qui a écrit là-dessus, alors que Citibank, on ne peut pas les accuser d'être spécialement pro-Bitcoin. Ils ont fait un rapport dans lequel ils disaient justement Bitcoin est positionné de manière optimale pour devenir la monnaie du commerce international. Je partage cet avis-là parce que Bitcoin, c'est une monnaie qui, par définition, est numérique, pratique, divisible, transférable, partout sur la planète, en 10 secondes, qui ne ferme pas à 17h le samedi et le dimanche, et qui rajoute par-dessus un élément que n'ont pas les autres monnaies, à savoir qu'il n'est pas national. Donc pour du commerce international, si vous êtes la Russie et que vous êtes expulsé de SWIFT, si vous êtes l'Iran et que vous avez un embargo, si vous êtes n'importe quel pays, y compris la France, et que vous en avez marre de être soumis au droit américain parce que vous avez fait des transactions en dollars, avoir un étalon que vous pouvez transférer partout dans le monde très facilement, sans beaucoup de frais. Quand je dis sans beaucoup de frais, vous pouvez balancer 500 millions d'euros à travers la planète en Bitcoin, ça va vous coûter 10 euros. Et ça va prendre quelques secondes. Donc c'est ce que les acteurs financiers ne savent pas faire. Donc quand vous avez un nouvel ovni monétaire qui émerge comme ça, c'est normal que rien que la semaine dernière... Laissez-moi poser une question. Je suis un directeur financier, je veux faire un paiement de 30 millions de dollars, allez, et j'achète mon Bitcoin, et je le vends, et je le transfère immédiatement, ça me coûte combien? L'achat et la vente comme ça, quel est le spread? Alors, en règle générale, alors les plateformes, bon, si vous êtes des professionnels, vous aurez des taux, mais normalement, si on est à 0,2% sur l'achat, au moment où vous faites euro Bitcoin, et ensuite, quand vous faites le transfert, le système de frais sur Bitcoin n'est pas un système qui dépend du montant envoyé. Mais c'est de la transaction. Il dépend de la saturation du réseau au moment où vous envoyez la transaction. Donc en gros, si vous l'envoyez à un moment où tout le monde dort et il ne se passe rien, ça va vous coûter très peu cher. En règle générale, en ce moment sur Bitcoin, les frais sont autour de 5, 10, 15 euros la transaction. Mais donc ça veut dire 5, 10 euros, 15 euros la transaction. Si vous achetez un café, c'est débile. Si vous balancez 500 millions, c'est un peu moins débile. Donc, et ça, c'est sans à la compter... limite, pour payer, je n'ai même pas besoin... Je n'ai même pas besoin d'avoir des bitcoins en réserve. Je peux les acheter puis les envoyer tout de suite. Tout à fait. Alors ça, c'est la situation intermédiaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que comme pas grand monde n'a de bitcoin, si vous les payez en bitcoin, à un moment donné, il faut en acheter puis les envoyer. Si on fait un exercice mental, on peut très bien approcher dans 5-10 ans, à partir du moment où les gens ont tous du bitcoin, la phase d'achat de bitcoin n'est même plus là. Vous recevez des bitcoins, vous les stockez. Donc ça veut dire que c'est dans les fonctions de la monnaie, c'est la fonction de transaction. Ça peut, aujourd'hui, déjà, la fonction de transaction peut être faite en bitcoin, boom. Bien sûr. Vous avez même des solutions qui permettent de payer encore moins de frais. Moi, j'ai donné l'exemple dans un article que j'avais écrit en début d'année. J'ai envoyé pour $10 de Bitcoin au Congo, donc au fameux parc des Virunga. Ça m'a coûté, je crois, moins d'un centime de dollar de frais. Transaction en Bitcoin, ça a pris 3 secondes. Et d'ailleurs, en ce moment, je me mets à rembourser mes amis pour des achats de galettes des rois, tout comme ça. J'ai payé en Bitcoin et c'est pareil, je paye 3 centimes à chaque fois. Et eux, ils se retrouvent avec des Bitcoins. Bien sûr. À charge pour eux de les vendre ou de les garder. Exactement. Mais pour ça, il faut qu'ils aient un compte en Bitcoin. Qui s'ouvre à peu près le temps de télécharger une appli. D'accord. Puisque comme il n'y a pas de banque, vous n'avez pas d'autorisation à avoir. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le côté facilité de la transaction est beaucoup plus grand avec le Bitcoin qu'avec les monnaies classiques. Alors, en fait, une fois que vous avez fait l'onboarding dans le monde bancaire, c'est-à-dire une fois que vous avez vu la banque, passé votre carte d'identité, justificatif de domicile, machin, finalement, Lydia, ça marche bien aussi. Hein. Ça marche même très bien. Mais l'avantage de Bitcoin, c'est que j'ai même pas ce côté onboarding. C'est-à-dire que si je vous dis, si on arrête et qu'on se dit on peut payer en Bitcoin, là vous sortez votre téléphone, dans 15 secondes, on se fait une transaction. Alors que vous n'avez pas de compte maintenant. Donc oui, c'est extrêmement simple. Mais il va le nourrir, il va l'amorcer avec quoi? C'est pour ça que je dis, je peux lui faire un paiement, par exemple. Si je peux lui envoyer 3 euros en Bitcoin... Oui, mais toi, tu veux le payer, imaginons. Toi, t'as pas... s'il veut me payer, oui, il faut bien qu'il en achète à un moment donné. Voilà. Je les achète moi. Mais c'est ça, mais il va falloir que tu les achètes. À partir de mon compte bancaire, j'imagine. La plupart du temps, oui. Et le compte bancaire va accepter qu'il achète du Bitcoin? Ça va dépendre de sa banque, ça. Ah, voilà. Mais c'est ce que je disais, moi, ma banque, il faut que je signe une décharge à chaque fois. Bon. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, tu vas au Crédit du Nord, imaginons. Ah, mais ils sautent partout. Tu leur dis, je voudrais acheter 100 000 balles de 100 cas de... 100 cas de n'importe quoi, ils vont poser des questions de toute façon. Voilà. Mais le Bitcoin, alors là, ils téléphonent au ministère des Finances immédiatement. Mais ils sont obligés de le faire, hein. Ah, mais non, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le secret bancaire. Depuis
Depuis 2001, il n'y a plus de secret bancaire. Depuis la chute des tours, il n'y a plus de secret bancaire, c'est fini. Non, mais en gros, une fois que j'ai sommé 100 000 euros... Pour Bitcoin, de toute façon, si vous allez demander, peu importe la banque, en fait, vous allez contribuer à aussi faire évoluer la situation parce que les banques, moi je le vois là, c'est j'allais dire mon travail chez KPMG, mes interlocuteurs, c'est les décideurs bancaires. Il y a 2 ans, Bitcoin, non, arrêtez, on parle de blockchain, on parle de je sais pas quoi, mais vous parlez pas de ça. Aujourd'hui, maintenant, moi j'ai des groupes du CAC 40 qui veulent gérer de la crypto aujourd'hui. Donc, quand vous avez un groupe du CAC 40 qui va voir sa banque et que sa banque lui dit je veux pas entendre parler de vous, au bout d'un moment, le décideur de la banque, il commence à comprendre que les clients corporate, les clients retail, ils veulent tous. Donc, à un moment donné, il ne pourra plus refuser ça. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi un enjeu opportunité pour les banques parce qu'elles sont en train de perdre des clients. Ah bah évidemment. Elles sont en train de perdre plein de clients. Les banques américaines. Elles se retrouvent dans la position d'agence de voyage au moment de l'Internet. Exactement. Et les banques américaines, prenez JP Morgan. JP Morgan, il y a 3 ans, Jamie Dimon nous disait si je trouve un salarié qui touche à Bitcoin, je le vire. Aujourd'hui, JP Morgan propose des services autour de Bitcoin. Parce qu'ils sont obligés d'avaler leur chapeau parce que les clients en veulent. Aux États-Unis, c'est pire, entre guillemets, puisqu'il y a 15 à 20% des Américains qui en ont. Et c'est, quand tu regardes les tranches plutôt 18-35 ans, 35%, il y a un tiers des gens qui ont du Bitcoin, quoi. Donc c'est énorme, tu peux pas cracher sur un tiers du marché. Surtout si c'est de la CSP+, jeune, que tu vas garder 40 ans chez toi. Donc tu es obligé. Et donc là, les banques sont en train de s'en rendre compte en ce moment qu'en plus, parce qu'on parlait de l'aspect paiement, les corporates, ils sont en train aussi de regarder cet aspect-là. Alors pas forcément sur le Bitcoin en ce moment, ils regardent ce qu'on appelle les stablecoins, ce qui leur permet en gros d'avoir l'avantage opérationnel de la transaction, c'est pas cher, c'est rapide, etc. Le DAF, justement, est intéressé. Le DAF, il commence à s'exciter, là. Non, ce que je disais, c'est que avec un stablecoin, on a tous les avantages opérationnels, c'est pas cher, c'est rapide. Ça bouge pas. Et en plus, c'est stable par rapport à une valeur de référence. Donc, aujourd'hui, les corporates, ils regardent Bitcoin pour 2 raisons, enfin, les cryptos pour 2 raisons. Soit c'est Bitcoin pour la gestion de trésorerie. Et donc là, c'est les États-Unis le font, enfin les boîtes américaines le font beaucoup. MicroStrategy est très connu pour avoir acheté maintenant 4 milliards de dollars en Bitcoin. Quand il a écrit à ses actionnaires, le CEO de Michael Saylor, donc le CEO de MicroStrategy, il a écrit on a regardé notre trésor et on a vu un glaçon qu'ils font. Parce qu'il était assis sur des dollars et il prend 7% par an, lui, dans la figure en inflation. Donc il s'est dit, en fait, le Bitcoin, c'est ce qui ressemble le plus à une réserve de valeur. Donc il a mis 400 millions, puis il a remis 400 millions, puis il a remis 400 millions. Il arrive aujourd'hui à 3-4 milliards de dollars en Bitcoin de sa trésorerie. En France, on commence à avoir quelques entreprises qui le font. C'est moins qu'aux États-Unis. Mais on commence à avoir beaucoup d'entreprises, là je mentionnais dans le CAC, moi j'ai des gens dans le CAC qui veulent faire des paiements en stablecoin, gérer de la crypto, parce que vous êtes un groupe du CAC, vous avez, je sais pas, 120 filiales, vous en avez 10, 15 qui commencent à vous dire, moi dans mon pays en fait, ils commencent à parler de crypto. Le Salvador, par exemple, c'est un des corollaires du Salvador que personne n'a vu, c'est qu'à partir du moment où le Bitcoin est monnaie légale au Salvador, McDonald's, Starbucks, etc. doivent tous gérer du Bitcoin. Parce qu'ils ont tous une antenne là-bas. Donc ils doivent tous en gérer. Donc si vous avez une filiale au Salvador où tu as 70% de la population qui a un wallet, au Nigeria où tu as 25% des gens qui ont du Bitcoin, au Maroc où c'est pareil, en Iran, à un moment donné, tu as des filiales qui remontent et qui disent en fait, nous on a des gens qui veulent payer en Bitcoin ou qui veulent utiliser le Bitcoin, qu'est-ce qu'on fait? Et donc en tant que groupe, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 120 filiales avec 120 prestataires différents, 120 plateformes d'échange pour acheter du Bitcoin, donc vous voulez harmoniser et donc le groupe se met à gérer du Bitcoin. Et donc ça va arriver dans les prochaines années assez rapidement, je pense. Tout ça est passionnant. Je ne sais pas si toi, ma fille, mais moi j'ai beaucoup appris. C'est très bien. J'ai appris toute une série de choses. Je tournais autour du pot, autour du système. Et on voit très bien les avantages et les inconvénients de ce truc-là. Mais en tout cas, c'est certainement une innovation. Comme vous le dites, c'est un peu l'Internet dans le domaine de la valeur, ce qui me paraît une formule assez heureuse. Mais il va falloir travailler plus dessus. Oui, mais c'est encore risqué, c'est le début. En fait, si on compare à Internet, on est en 95 là actuellement. C'est-à-dire, on sent bien que ça émerge d'ailleurs en termes de nombre d'utilisateurs, c'est similaire. 250 millions d'utilisateurs de crypto, c'est à peu près 200 millions d'utilisateurs en 95 d'Internet. Donc ça reste risqué. Si on est le premier à utiliser l'email, s'il n'y a personne qui utilise l'email en face, ça ne sert à rien un email. Mais une fois que le réseau commence à faire ses effets, si tout le monde accepte le Bitcoin, ça devient de plus en plus intéressant d'accepter le Bitcoin et de payer en Bitcoin. Donc ces effets de réseau-là, ils sont en train de se construire. Et moi, je pense que c'est un vrai enjeu pour la France, pour plein de raisons, parce que ça crée de l'emploi, c'est une industrie. C'est une industrie en France, il y a des boîtes qui existent, il y a 2 licornes en France quand même sur le sujet. C'est presque 10% des boîtes qui valent 1 milliard, donc les fameuses licornes. Il y en a 2 qui sont dans la crypto.
bon, ça a l'air rien, mais c'est beaucoup quand même de se dire qu'une industrie qui n'existait pas il y a 10 ans a déjà fait 2 licornes, des milliers d'emplois. D'un point de vue souveraineté, c'est extrêmement important parce qu'on va se retrouver avec une infrastructure financière mondiale. Si on ne maîtrise pas les plateformes d'échange, le minage, etc., comme d'habitude, on va appeler les autres pays pour leur demander est-ce que vous pouvez faire quelque chose. C'est extrêmement important pour la souveraineté numérique, c'est extrêmement important pour la souveraineté individuelle. Je pense que c'est ce que j'avais écrit aussi dans mon article sur l'anonymat. Ce que les gens valorisent moins aujourd'hui, c'est cette capacité qu'il faut avoir dans une société à tolérer la déviance. Ouais. Une société qui ne tolère pas la déviance, ça s'appelle Minority Report. Ça s'appelle un truc où tout le monde pense la même chose, et en fait, on n'a pas éradiqué la déviance, on est juste sur un totalitarisme énorme. Bitcoin permet la déviance, permet Edward Snowden, permet Julian Assange, mais donc évidemment, ça permet aussi de faire des choses un peu moins bien. Alexandre a écrit un manuel de survie sur donc ton médium, donc Alexandre Stachenko. Je vais y arriver. Et pour les personnes qui voudraient aller plus loin, surtout ne pas hésiter à aller lire ce guide de survie de 20 pages, je crois, qui est très complet. Nous, en tout cas, d'abord, je te remercie d'être venu à l'appel, parce que moi, j'ai envoyé un petit email comme ça, parce que quelqu'un avait référencé sur Twitter. Et voilà, en pleine simplicité. Voilà. Non, mais je me dis, voilà, et nous, ça faisait longtemps qu'on avait des auditeurs qui nous posaient des questions sur le Bitcoin. Et j'hésite à répondre, et Emmanuel aussi, si on ne connaît pas le sujet bien, donc on a fait venir quelqu'un qui a l'air de bien le connaître, et donc pour nous c'est important de faire venir des gens qui sont capables de parler de ce qu'ils contrôlent. Alors ce que je propose aux auditeurs, c'est donc de poser des commentaires, et en suivant effectivement les auditeurs qui vont répondre, et ainsi de suite, peut-être faire une autre émission plus tard, si toutefois, et de continuer. C'est multifacette Bitcoin, on pourra en parler pendant 10 heures. Et peut-être en aspect géopolitique, ça pourra intéresser les gens aussi, parce que là, vis-à-vis de la Chine, de l'Ukraine. J'ai beaucoup écrit sur par exemple, ça fait 5-6 ans que je dis à tous les gens d'acheter des obligations en yuan, qui ratatinent les obligations françaises, allemandes, américaines et tout, parce que c'est le seul pays qui ne cherche pas à faire s'écrouler la valeur de réserve de sa monnaie, quoi. Donc j'ai dit aux gens, si vous êtes un rentier, ça sert à rien d'être en France. Ils sont là, ils disent qu'ils veulent vous plumer, donc autant être dans un pays qui dit qu'il veut vous, si j'ose dire, comme c'est un pays communiste, c'est rentier de tous les pays, aller en Chine, quoi. C'est exactement. Non, mais sur l'aspect géopolitique, l'Iran, par exemple, a autorisé les importations en Bitcoin, a payé ses importations en Bitcoin, parce qu'encore une fois, ils sont sous embargo. La Russie et la Banque centrale a dit c'est pas bien, et Poutine est revenu 2 jours après pour dire on a des avantages chez nous pour le Bitcoin, et puis comme on est en train de discuter de nous enlever de Swift, on va peut-être pas, on va pas insulter l'avenir, quoi. Et 2 jours plus tard, Biden disait c'est un enjeu de sécurité nationale, Bitcoin. Et je pense que les gens sont en train de se rendre compte que c'est un enjeu géopolitique, effectivement. En fait, c'est une façon, si je comprends bien aussi, de court-circuiter complètement la domination de Swift, de la dollar-monnaie de réserve. Je n'ai pas besoin de Swift pour payer en Bitcoin. Je crois que ça a beaucoup plu à son côté libertarien, parce que dans le fond, c'est un vieil anarchiste. Au départ, c'est un anarchiste de droite, maintenant, mon père. Encore une fois, fallait quand même y arriver. Internet est libertarien au départ. Aujourd'hui, Internet est libertarien au départ. C'est pas très libertarien aujourd'hui. Non, à l'arrivée, c'est autre chose. Voilà. Comme souvent dans la vie. Encore une fois, merci beaucoup, merci Alexandre. De rien, merci pour l'invitation. Et j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser des commentaires, à regarder notre Twitter, notre Instagram. Et si ça vous a plu, demandez-en encore. Merci beaucoup. À bientôt. Et allez sur son site. Oui, bien sûr, mais ça, ils l'ont bien compris. Ils vont Google. Super bien. Merci Alexandre. Merci Alexandre, c'était très intéressant.